D'après différentes sources, et là ce n'est pas un scoop, hein, le patrimoine mondial se concentre de plus en plus entre les mains de quelques-uns. Selon la banque suisse USB, 56 pays s'accaparent 92% de la richesse globale et la tendance ne fait que s'accroître. Entre 2000 et 2023, le nombre de millionnaires a été multiplié par 22 en Russie, par 23 en Inde et par 154 en Chine. Autres données parlantes, elles aussi, les 5 personnes les plus riches du monde ont plus que doublé leur fortune depuis 2020, tandis que les 60% les plus pauvres ont perdu de l'argent. Ça, c'est un rapport de l'Oxfam publié en janvier, juste précédemment à la conférence de Davos. On pourrait continuer ainsi longtemps, mais notre problématique du jour n'est pas de se borner à ce constat, mais bien plutôt de voir si on peut inverser cette tendance. François Morin le croit. Cet ancien médecin mayennais a repris dans un livre ses constatations, les causes, d'après lui, donc, de cet écart grandissant entre riches et pauvres, et surtout comment revenir ou peut-être arriver à une égale distribution des richesses. François Morin, bonjour. Bonjour. Votre livre, Un nouvel Éden, Abolir la pauvreté, l'autre urgence pour l'humanité, peut-on dire qu'il est à la fois le fruit d'une révolte, mais aussi une espérance ? Oui, d'une révolte sûrement, car dans ma vie personnelle et dans mes nombreux voyages, j'ai pu constater cette pauvreté qui est vraiment impensable ici et même à Laval. C'est pas possible. Quand on voit tout de même des enfants dénutris sur les routes de Madagascar, c'est pas normal. C'est révoltant. J'étais médecin dans un village de lépreux à Madagascar, et quand on voit qu'il n'y a aucun traitement, rien pour eux, ça me révolte un petit peu, quoi. Et c'est pas d'aujourd'hui que je pense au problème de la pauvreté, parce que durant tout mon exercice, j'étais confronté à ce problème de la pauvreté des cassos, entre autres, comme on appelle les cas sociaux. Et je comprends pas du tout cette indifférence sociale par rapport à ce problème mondial, à cette problématique mondiale. Il faut savoir que 46% des gens sur cette terre vivent avec moins de 5 $ par jour, ce qui fait 4,90 €, je crois. Voilà. Et ça, c'est inadmissible et personne ne s'en révolte. Il n'y a aucune manifestation dans le monde pour arrêter cette déchéance humaine. Je comprends pas. Est-ce que ça veut dire que, quelque part, une bonne partie de la population est un peu résignée, fataliste ? Oui, tout à fait. Je crois que la résignation est un phénomène constant dans nos sociétés modernes, qui explique d'ailleurs la permanence de la pauvreté dans le monde. Plusieurs raisons à cet état de choses. La première raison pour moi, c'est que la pauvreté a une connotation personnelle, individuelle. À savoir, les pauvres, les gens que je considère comme pauvres, moi, ne sont pas les mêmes que vous, madame. On est tous le pauvre de quelqu'un, vous voulez dire. On est tous le pauvre de quelqu'un. C'est relatif. Voilà, on relativise et on va classer les pauvres en bons pauvres et en mauvais pauvres. Ah, c'est encore autre chose. Voilà, non, on trouve pareil. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver une solution pour tous ces pauvres parce qu'on croit qu'il y a des mauvais pauvres. Et l'exemple, souvent qu'on cite, oui, ils n'ont qu'à travailler, puis ils ont de l'argent comme nous. Le pauvre, celui qui profite des avantages sociaux, etc., quoi. C'est inadmissible. Je crois qu'il faut revenir à ce niveau-là à une notion objective. La pauvreté, c'est une personne qui n'a pas les moyens de vivre, point. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait pour l'aider ? Voilà, c'est clair et net, quel que soit le pauvre, quel que soit le cadre, quel que soit son engagement individuel, je crois que le pauvre, c'est celui qui n'a pas les moyens. Voilà, c'est tout. Alors, pardon, je vais vous interrompre, oui. Parce que dans votre livre, précisément Un nouvel Éden, vous citez une jeune fille, Faustine, qui a écrit une poésie, un slam, et on va juste dire le début, pour bien resituer ce qu'est la pauvreté. La pauvreté, c'est vivre dans l'inquiétude. La pauvreté, c'est l'insécurité au quotidien. La pauvreté, c'est savoir que demain sera pire qu'aujourd'hui. La pauvreté, c'est être obligé de vivre en HLM. La pauvreté, c'est se demander à chaque instant comment nourrir ses enfants correctement.
etc., etc. On ne va pas tout lire. Hein. Oui, je crois que c'est... Pour moi, le fait qu'on n'aborde pas la problématique de la pauvreté dans son ensemble, c'est qu'effectivement, on pense que certains pauvres profitent des avantages sociaux, si vous voulez. C'est pour ça qu'on reste, qu'on accepte la pauvreté. Et pourtant, alors je sais que dans votre livre, quelque part, ça je vous avoue, ça m'a un petit peu dérangé, vous dites que la religion contribue à cet écart entre les pauvres et les riches. Hein. Et pourtant, ça et là, et indépendamment de la religion d'ailleurs, mais la religion, quelle qu'elle soit, a beaucoup œuvré justement pour aller vers les plus pauvres, vers les plus démunis, vers ceux qui sont en situation plus précaire. Donc je me dis quand même, on en a conscience, et localement, beaucoup essayent de tendre la main et de résorber, de compenser. Oui, enfin, à mon sens, hein, d'abord je dis que les religions sont utiles à l'humanité. Hein, j'insiste bien. Hein, et c'est un message subliminal dans la religion vis-à-vis de la pauvreté. Il faut savoir que toutes les religions se sont créées dans le monde à une époque où la pauvreté faisait partie intégrante des sociétés. Il ne pouvait pas en être autrement. La productivité, que ce soit agricole ou industrielle, était insuffisante pour l'ensemble de l'humanité. Donc, il y avait des pauvres forcés. Et à ce niveau-là, les religions ont donné une espérance aux pauvres. Heureux les pauvres, le royaume des cieux leur appartient. Voilà. C'est pas incompatible et c'est pas un appel à la résignation. Mais il y a le deuxième rôle dans la religion que j'insiste beaucoup aussi, c'est la charité. À savoir, le riche peut gagner son ciel par la charité, quelle que soit la religion. Hein. Et pour faire la charité, il faut avoir des pauvres. Et la problématique, c'est qu'on va faire en sorte qu'il va y avoir des pauvres qu'on va secourir, mais il faut des pauvres. Alors, voilà, permettez-moi, je suis pas, on va pas trop débattre là-dessus, mais je suis pas complètement d'accord avec cette analyse. Hein. Mais c'est quand même un point de vue intéressant et qui mérite certainement, qui fera certainement réfléchir nos éditeurs, même si encore une fois, je partage pas votre analyse. Hein. C'est pas parce qu'on a besoin des pauvres pour gagner notre ciel qu'on a entretenu. Tout à fait, oui. Voilà. Mais à cela près, excusez-moi, c'est que on donne pas aux riches en charité, on donne aux pauvres. Mais la précarité, et vous le dites aussi dans votre livre, hein, elle n'est pas que financière et pécuniaire, elle est aussi intellectuelle, sociale, tout est un petit peu lié hein, d'ailleurs. Oui, mais dans le sens populaire, la charité, c'est avant tout l'acte de donner. Voilà, je dis bien que c'est un sens populaire. D'ailleurs, j'insiste beaucoup. Hein, c'est pas du tout théologique. Hein. Mon analyse n'est pas théologique. Hein, je ne me permettrai pas. Ce qui est très curieux, c'est que dans toutes les religions, on retrouve le même processus. Ça, je veux dire. Eh bien, sans doute parce que la même interpellation, parce que on ne peut se résoudre quelque part à cette situation, à ce déséquilibre, hein, et que donc il faut tenter de réparer cette inégalité. Moi, c'est comme ça que je perçois. En disant, il faut réparer ces inégalités. Mais alors, justement, est-ce que quand on va réparer, quand on voit, mais il y a beaucoup d'associations, et au niveau mondial, hein, il y a des organismes aussi qui essayent de réparer ça. Peut-être que dans votre livre, on ressent que finalement, tout ça, ça ne serait un peu que des pansements sur des jambes de bois. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, la preuve, c'est que la pauvreté est encore endémique dans le monde entier, et dans chaque pays, il y a des pauvres. Donc, toutes ces solutions-là n'ont pas été efficaces au sens de l'éradication de la pauvreté. C'est évident. Et alors, vous dites, on peut abolir cette pauvreté. Bien sûr, bien sûr. Alors, bien sûr, en s'attaquant à la racine du mal. À l'heure actuelle, on en a les moyens. On en a les moyens financiers, on en a les moyens économiques, sans problème, je pense. Hein. Mais ce n'est pas fait, quoi. Quels sont ces moyens ? Qu'est-ce que vous envisagez ? Là, c'est notre aspect. Donc on vient au concret de ce nouvel du système Éden néolibéral. À savoir, le système néolibéral se crée sur la notion de profit maximum, hein, au détriment des peuples, en quelque sorte. Hein. Et pour avoir les profits maximum, eh bien, il faut dépenser le moins possible sur un plan social. Voilà. Donc, il faut avoir des rémunérations les plus faibles possibles. Il faut avoir les secours populaires les plus faibles possibles. Il faut que tout soit plus faible pour les autres. Pour soi, bien sûr, attention, là c'est autre chose. Hein, il faut avoir les profits maximum. Et partant de ce principe, il ne peut pas y avoir d'éradication de la pauvreté par ce système-là actuellement. On est dans l'excès. On est dans l'excès des profits.
Hein, autant un profit peut être juste, je suis entièrement d'accord, mais un profit, par exemple, créé en détruisant la planète, c'est pas normal. Un profit créé en détruisant d'un peuple, c'est pas normal. Hein, en lésant un peuple. Si on prend l'exemple du café, par exemple, on voit bien que le café et les producteurs arrivent à peine de vivre de leur production, et par contre, sur le marché, le café est très cher. La vanille, par exemple, à Madagascar, qui est le premier producteur au monde de vanille, le kilo de vanille, c'était 60 € il y a une dizaine d'années. Et en France, 1800 €. Cherchez l'erreur, quand même. Les ouvriers de la vanille étaient payés 1,5 € par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ils travaillaient 1,5 € par jour. Ça veut dire qu'effectivement, entre ceux qui produisent et qui récoltent la vanille et ceux qui la consomment, il y a beaucoup de personnes, entre-temps, qui ont fait des marges. Il y a beaucoup de personnes qui en profitent et qui créent un profit un peu insupportable. Hein. Pourquoi ils le font? Parce que c'est autorisé, tout simplement. Hein. Moi, à leur place, je ferais peut-être pareil. J'en sais rien. Mais je crois que, premièrement, donc, on peut très bien, sur un plan mondial, créer une sorte de régularisation de ces profils. C'est déjà ce qu'a essayé de faire le président des États-Unis en imposant de 2% sur les capitaux qui se promenaient à travers le monde. Mais bon, c'est un début, mais je crois que la prise de conscience est là. Parfois, vous dites on se résigne, et puis en même temps, il y a des économistes ou des hommes politiques qui essayent de proposer des plans. Marx, en son temps, a proposé aussi une solution qui devait permettre d'éradiquer la pauvreté. Oui, mais je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le marxisme a été ça n'a pas marché. Non, a été complètement dénaturé. Oui. Complètement. Bien sûr. Hein? Chaque fois qu'on a essayé de lutter contre ce capitalisme qui, à mon avis, est devenu insensé, incontrôlable actuellement, ça ne peut pas aller. Donc ça peut être que c'est un plan mondial. Parce qu'effectivement, sur le capitalisme, la théorie du ruissellement, qui a été un petit peu mise en avant au début du capitalisme, on voit bien que ça ne fonctionne pas du tout, en fait. Oui, mais ce n'est pas le capitalisme en tant que tel. Je crois que ce sont les excès du capitalisme qui actuellement sont condamnables. Il est tout à fait anormal de voir des fortunes se multiplier, comme vous disiez, de 200 milliards en un trimestre. Enfin, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et de voir ça veut dire que les autres ont 200 milliards en moins. Ouais. C'est ce que ça veut dire aussi. Automatiquement, ça me paraît évident. Je crois que... Et comme tout le monde actuellement est néolibéral, aucun État ne peut éradiquer la pauvreté sur son territoire. C'est pas possible. Et d'autant qu'il n'y a pas de territoire qui fonctionne en autarcie suffisamment pour... Non. Tout s'est mondialisé, tout s'est internationalisé, que ce soit les informations, que ce soit les commerces, que ce soit les industries, que ce soit ça va jusqu'au jeu, ça va tout actuellement est international, sauf la lutte contre la pauvreté. C'est ça qui est très surprenant, quoi. Sauf si on voit, il y a quand même des organismes, comme on le disait tout à l'heure, des organismes mais avec des budgets mondiaux des budgets insignifiants. Alors, votre solution, elle se retrouve avec celle de certains économistes, et notamment un économiste français que j'ai envie de citer, Gabriel Zucman, qui propose, en fait, est-ce que je retrouve les chiffres? Qui propose, lui, un impôt annuel à hauteur de 2% du patrimoine des 3000 personnes dont le dit patrimoine dépasse le $1 milliard. Donc, tous ceux qui ont un patrimoine de $1 milliard ou plus devrait payer 2% d'impôts. Et avec tout ça, on pourrait résorber la pauvreté? Non. Non, ça suffit pas. Non, ça suffit pas du tout. Non. Je crois plutôt à une mesure qui me semble plus réaliste un petit peu que ce 2% sur les capitaux. Je pense qu'il faut limiter le profit des capitaux. C'est-à-dire que, pour moi, il faut une échelle de revenus par individuel. Bon, je vais de 1 à 16,5, je l'explique dans mon livre. Oui.
mais que ce soit une échelle votée par l'ONU et respectée par tout le monde. Que les gens aient des capitaux ou pas, moi, je comprends très bien. Si quelqu'un a des capitaux, tant mieux pour lui, je dirais presque. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que ces capitaux vont engendrer des ressources... Encore des revenus. Des ressources invraisemblables. C'est là où c'est pas normal. Et c'est là où il faut taper. À savoir, on estime qu'une personne sur Terre a besoin d'une échelle de 1 à 33, de 1 à 40, ça dépend, hein, puisque Henry Ford, c'était 1 à 40. Hein, vous voyez, maintenant, on n'est pas à 40, on est à 4 millions. Alors, ça va pas, quoi. Puis après, mettre 100%, on prend tout après. Au-dessus, on prend tout. La personne peut très bien travailler, moi, si elle a pas du travail. Ce n'est pas liberticide, pas du tout. Du tout. En gros, c'est laisser les riches devenir riches, mais taxer au-delà d'un certain montant qu'on jugerait... Taxer les revenus, les salaires, les actions et tout ça, tout ce que lui rapporte sa fortune, et on taxe à un certain niveau. Moi, je propose de 1 à 16,5 par rapport au revenu minimum. François Morin, vous dites que c'est réaliste. Est-ce que vous pensez déjà à la hauteur d'un État? Est-ce que quelque part ça s'est fait ou c'est en train de se vivre là pour l'instant? Et est-ce que, après, que les États se mettent d'accord pour ça, est-ce que vous pensez que c'est vraiment réalisable et réaliste? C'est réaliste avec une solution démocratique, c'est réaliste avec les peuples, bien sûr. Si on attend les élites, on va attendre longtemps. Hein. Parce que je pense que les gens n'ont pas la préoccupation de ce que c'est la pauvreté dans le monde moderne. Hein, c'est quand même des germes de conflits permanents, des actes délictueux, etc. Quoi. C'est la violence. Hein, c'est la violence, c'est évident. Hein, ça va être l'économie parallèle, ça va être etc. On ouvre la porte par la pauvreté, on ouvre la porte à cela, ça me paraît évident. Et donc en fait, si les riches prenaient conscience de ces risques engendrés par l'excès de pauvreté, ça fait bizarre de dire un excès de pauvreté, mais si les riches prenaient conscience de ça, finalement, pour acheter cette paix sociale, ils seraient prêts à limiter leurs revenus. Moi, je reste persuadé qu'à un certain niveau, oui, je suis persuadé. Hein. Bon, donc vous croyez que c'est possible, et alors qu'est-ce qu'il faut pour que ça se mette en place? Alors, ce que j'explique, premièrement, c'est un problème international, c'est un problème mondial. Tous les pays sont confrontés à la pauvreté. Et on parle de l'Afrique. Dans la France, chez nous, il y a des pauvres, il n'y a pas de problème. Hein. C'est pas forcément qu'il y a 3000 enfants qui n'ont pas de toit, par exemple. Hein. Et ça, c'est statistique officielle, etc. La pauvreté existe chez nous. Elle existe en Amérique. 43 millions de pauvres, et encore en comptant un niveau très bas. En Inde, etc., en Chine ou n'importe quel pays, il n'y a aucun pays actuellement n'a la clé de la pauvreté. Donc, ça passe par une décision internationale secondaire à l'ONU. C'est une décision onusienne qu'il faut. Hein. L'ONU a déjà présenté des institutions de lutte contre la pauvreté, c'est sûr, mais qui ne sont pas efficaces parce qu'elles ne sont pas financées. Il faut le savoir. Les financements, lorsque ces institutions ont été créées, les financements par les États représentaient à peu près 55% de leur budget, et maintenant ça représente 15%. Donc on fait appel encore à la charité chrétienne, à la charité mondiale, qui ne marche pas tant que ça. Pour l'UNICEF, c'est une catastrophe, etc. Disons que ça ne suffit pas. Ça suffit pas, c'est évident. Hein. Mais donc il faut créer un organisme mondial. Moi, j'appelle le Fonds mondial de l'écologie et de la solidarité, qui serait financé par la création monétaire universelle contrôlée. Alors là, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, attention, là, je suis un magicien, là. Alors, la création monétaire contrôlée... Ou un grand utopiste. Comment? Ou un grand utopiste, peut-être. Non, parce qu'en réalité, ça a l'avantage de léser aucun pays, d'abord. La création monétaire universelle contrôlée est un processus par lequel tous les pays augmentent au même instant leur masse monétaire en circulation et un taux identique, de façon à conserver les conversions relatives en cours. Le surcroît de la masse monétaire ainsi créée est reversé au Fonds mondial de l'écologie et de la solidarité. Le taux de cette opération financière est fixé en fonction du budget prévisionnel de ladite institution et est voté par l'ONU. Donc ça ne laisse personne, puisque c'est de l'argent qui est créé pour justement donner à chaque personne, à chaque être humain, un travail et un salaire décent. Je ne vois pas où il y a un problème. Mais le jour où les peuples auront compris ça, ne vous inquiétez pas, ils vont créer des mouvements.
Moi, j'en reste persuadé de ça. Le plus difficile, c'est de faire passer ce message. Là, par contre, c'est plus difficile. Car tous les médias, comme vous le savez, pas tous, beaucoup, on va dire beaucoup de médias les autres. Allez. qui ont une envergure nationale, internationale, sont bien sûr des médias tenus par des néolibéraux. Donc, c'est difficile. Oui, vous avez essayé de contacter d'autres médias. Oui. Mais, même pour écrire le livre, hein, c'était très difficile pour l'éditer. Hein, faut pas. D'ailleurs, on n'a pas précisé, il est édité aux éditions La Bruyère. Oui, c'est une édition de Paris. Et ce livre est préfacé par notre député de la Mayenne, Guillaume Garot. Est-ce que vous avez des alliés dans cette démarche? Est-ce que il y a un groupe de travail autour de vous? Il y avait un groupe de travail qui était le mouvement de l'abolition pour la pauvreté, que j'ai créé avec plusieurs amis donc en 2010. La problématique que nous avons eue dans ce mouvement-là, c'était un mouvement associatif, alors que je pense que il faudrait plutôt créer actuellement des mouvements politiques. C'est ça, c'était la... Un peu, je prendrai l'exemple de M. Hessel, Stéphane Hessel, qui a Engagez-vous, qui a donné Podemos en Espagne. Oui. Mais pareil, engagez-vous. Là, c'est un engagement concret. Là. Mais voilà. Parce qu'effectivement, ces mouvements retombent un petit peu. Beaucoup d'enthousiasme au départ, et puis en fait, ça retombe un petit peu, et puis on retourne au train-train quotidien, il y a la résignation. Oui, mais ça retombe parce que justement, la solution n'est pas universelle. Je crois que c'est la problématique. Moi, ce que je veux, si vous voulez, c'est simple. Je veux me référer à la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit ceci d'une manière très claire. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante, lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée s'il y a lieu par tous les moyens de protection sociale. Donc, vous voyez, c'est écrit noir sur blanc depuis déjà 48 quand même. Et on voit bien qu'en France, même avec le SMIC, on ne peut pas faire vivre une famille logée. C'est pas ça, mais aucun pays ne propose à tout le monde un travail. Aucun pays. Il y a un chômage de masse partout. Et les salaires dans les pays où, effectivement, où les gens peuvent travailler, c'est des salaires de misère. Et je crois que c'est à nous de créer ce mouvement populaire, après, du peuple, réellement, un mouvement politique qui assure à chaque personne un travail décemment rémunéré, lui permettant de vivre normalement, mais qu'on lui donne les moyens de ne plus vivre comme un pauvre. Voilà, c'est tout. Le reste, il est libre de tout. Et puis après, bien sûr, la nation doit quand même le contrôler dans ce qu'il fait, etc. Quoi. Si c'est des faits délictueux, il est condamné, etc. Oui. Si on voit en France, excusez-moi, un dernier truc, si on voit en France, par exemple, ce qui se passe dans la maison de retraite, hein, il n'y a pas de personnel. Pourquoi ? Le personnel, il faut le payer, mais s'il faut le payer, le personnel, eh bien, automatiquement, ça augmente le coût du prix de journée, et les gens ne peuvent plus payer le coût de prix de journée. Donc, on n'embauche pas. Aussi parce que les fonds de pension qui sont derrière veulent conserver leurs profits. Bien sûr. Ça. Bien sûr. Parce qu'en vrai, il y aurait les moyens de rémunérer le personnel. Bien sûr, mais toujours est-il qu'il n'y a pas de personnel. Bon, maintenant, si l'État propose qu'il faut créer la création de 10 personnes pour travailler dans tel... Et sur un plan mondial, c'est pris par le Fonds mondial de l'écologie et de la solidarité, ça coûte de l'argent à personne. Moi, je vois pas où il y a un problème. Par contre, ça permet aux gens de bien vivre. J'ajouterais aussi juste que vous incluez aussi dans ce livre, donc il y a le respect des hommes qui passe par l'abolition de la pauvreté et de la précarité intellectuelle et sociale, etc. aussi, on l'a dit. Et puis, évidemment, le respect de la nature aussi, c'est quelque chose de très important pour vous. Mais on n'aura pas le temps d'en parler là maintenant. Je suis désolée, François Morin. Je renvoie quand même nos auditeurs du coup vers cet ouvrage qui ouvre peut-être de nouvelles perspectives, qui est en tout cas l'occasion de réfléchir à ce que l'on prend pour des fatalités et qui peut-être, d'après vous, comme la pauvreté, ne serait pas forcément une fatalité. Une invitation à ne pas se résigner. Donc un nouvel Éden,
Abolir la pauvreté, l'autre urgence pour l'humanité de François Morin aux éditions La Bruyère. Merci beaucoup d'être venu alimenter cette réflexion autour de la pauvreté. Merci François Morin. Je ne sais pas si vous avez vu le Pourquoi de Nouvelle-Éden, le titre. J'avais ça en tête. Et puis après, j'ai relu donc la Genèse. Voici l'histoire du ciel et de la terre, quand ils furent créés. Quand Yahvé Dieu eut fait une terre et un ciel, pas un buisson sauvage n'existait encore. Pas une plante cultivée n'avait encore germé, car Yahvé Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait pas d'homme pour travailler le sol. Et il n'y avait pas d'homme pour travailler le sol. Et jamais on a dit, le travail, détermine l'homme. C'est un déterminant de l'homme. Et moi, ça m'a sauté aux yeux tout de suite. Bon, écoutez, merci pour tous ces éléments de réflexion que vous nous avez apportés, François Morin. Merci beaucoup. Et votre livre, on le trouve on le trouve dans toutes les librairies. Dans les librairies mayonnaises. Bonne lecture et bonne réflexion à tous.